Docteur Martin Blachier, bienvenue. Vous êtes médecin de santé publique. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a échappé à la deuxième vague? Ça me paraît un peu compliqué vu tout ce qui se passe dans nos pays voisins et chez nous aussi. Non, on est dedans. On est sans doute d'ailleurs au sommet d'une vaguelette. Appelons ça une vaguelette, puisqu'effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé en mars-avril. Limité comme ça en plateau, je l'ai publié au mois d'août. Je veux dire, je l'ai annoncé face à ce monsieur qui disait que c'était de la folie, qu'il n'y avait rien, que c'était une invention, qu'il n'y avait pas de reprise d'épidémie. Alors on me dit, ah mais non, mais parce qu'une vague, c'est quand ça monte aussi haut. Ben oui, ça s'appelle. Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Ça vole un peu trop bas pour moi. Donc, vous continuez à nous dire, professeur, que, pour être très clair, que l'hydroxychloroquine, ça marche. Monsieur Morandini, écoutez-moi une seconde. Je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine? Vous devriez vous poser... Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. On voit comment on vous a vendu la toxicité de la chloroquine et je reconnais que c'est hallucinant. Si vous me demandez comment on peut expliquer ça, je n'en sais rien, je ne peux pas le comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi ça, vous l'avez effacé de vos tableurs. Vous devriez poser la question à savoir, est-ce que vous avez cru à cette histoire de toxicité de l'hydroxychloroquine? Est-ce que vous avez vraiment cru que c'était possible qu'un médicament aussi connu que ça puisse être toxique à ce point? Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir 3 ou 4 éditeurs, 5 reviewers, a pu laisser passer une chose pareille et quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société. Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié, il y a 5 minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. J'ai bien compris ça, professeur, mais je me permets de vous reposer ma question parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que l'hydroxychloroquine, vous continuez à nous dire que ça marche contre la Covid-19? Vous voulez que je vous dise quelque chose, monsieur Morandini? J'ai une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. Ben voilà. C'est la réponse à votre question, ça. Moi, je pense, effectivement, je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps, voilà. Je peux vous le dire, c'est comme ça que ça se passe. Professeur, quand vous voyez les réactions... Ça s'appelle la crédibilité, ça, monsieur Morandini. Voilà les amis, c'était trop tentant, hein. C'était trop tentant. Parce que franchement là, faut arrêter l'hypocrisie. Mr Bean à la fin, juste magnifique. Mr Bean, c'est génial, vraiment. Non mais c'était juste un clin d'œil. Faut arrêter l'hypocrisie, les amis. On le sait. Tout le monde va courir vers le professeur Raoult pour avoir son dosage et son traitement. Et puis derrière, on sait comment c'est. Alors là, du coup, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que c'était très drôle. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai vu le professeur Raoult rire. Donc voilà, un petit moment de ouf, voilà, pour un peu se détendre. Moi, je voulais juste vous donner un chiffre et je vous encourage à regarder dans votre région. J'ai un écho si jamais je ne sais pas d'où ça vient, je vous le dis au cas où. Regardez, je vous encourage à vérifier l'état des hospitalisations chez vous entre mars et mai. Alors, je vous donne un exemple à Genève, d'accord? Genève, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. On nous a dit, ça va être la catastrophe au mois de mars, hein, et ça, c'était partout pareil. À Genève et en Suisse, c'était la même chose. On nous a dit, restez chez vous le plus possible, parce que sinon, les soins intensifs vont être pris d'assaut, ça va être la grosse cata. Vous allez voir, après ce que je vous dis, un autre zapping sur l'état des lits dans les hôpitaux. Vous allez voir,
ça va être factuel pendant 5 ans. Avant ça, à Genève, sachez qu'entre mars et mai, le seul hôpital qui s'est occupé des cas Covid à Genève, c'est l'hôpital universitaire genevois, HUG. Donc, tout a été regroupé là-bas, d'accord? Au HUG, un établissement à Genève. Donc, c'est une région qui compte à peu près 500 000 habitants, grosso modo. Entre mars et mai, il y a eu, dans les soins intensifs, 134 patients. D'accord? 134 patients. Sur les 134 patients entre mars et mai au plus haut de la force du pic du Covid, combien, à votre avis, sont morts? 24. Il y a eu 24 personnes qui sont mortes sur environ 300 décès dans toute la zone. Donc, je répète, on a eu 300 décès dans la zone. 24 sont morts aux soins intensifs de Genève pendant cette période-là. Alors, où sont morts les autres personnes? Les autres personnes sont mortes dans des EHPAD. Chez nous, on les appelle des EMS, personnes âgées, des maisons faites pour ces personnes-là. Ces personnes-là n'ont pas été prises en charge. Elles n'ont pas été prises en charge et je pense que vous pouvez vérifier dans votre région, ça sera pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous dit c'est un virus très dangereux. Évidemment, en général, quand on ne soigne pas les gens, ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux. Enfin, c'est juste tellement logique. Donc, je vous encourage vraiment à voir. Parce que même nous, à Genève, où on a eu ce protocole, je vous parlais dans l'info en question de la semaine précédente, le protocole réanimatoire à l'IHU de Marseille, et il était pareil partout, quand les gens arrivaient, rapidement on les mettait en intubation. Eh bien, même avec ça à Genève, 81% des personnes prises en charge aux soins intensifs sont restées vivantes. D'accord? On ne passe pas de « je vais bien, je me balade dans la rue avec mon chien, avec mon amoureuse, mon amoureux, ah, je finis aux soins intensifs ». Il y a une prédisposition. L'écrasante majorité des gens qui se retrouvent là, il y avait déjà quasiment 3/4, c'était des hommes quasiment obèses, avec justement cet état inflammatoire, des comorbidités, des gens avec des cancers, etc. Ce n'est pas le propos de dire « c'est pas grave ». Le propos, c'est de dire « quand on atteint vos droits fondamentaux, il faut qu'il y ait une proportionnalité. Dans la loi, c'est comme ça. C'est proportionnel. Il faut que ce soit proportionnel. » Alors, effectivement, on peut faire des actions juridiques, on peut faire plein de choses. Ça prend énormément de temps. Par contre, il y a une chose qui ne prend pas de temps, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et d'être serein avec ça. Quand on voit les chiffres ne mentent pas. Donc aujourd'hui, si on vous dit « attention, les hôpitaux peuvent être saturés », ce n'est pas dû à votre faute. C'est la faute des personnes qui ont mal géré avant, qui ont mal géré les budgets, qui ont fait… Non, mais je le dis parce que pour moi, c'est important de remettre l'église au milieu du village. On est tous culpabilisés depuis des mois. Maintenant, en plus, c'est la grande mode de parler d'anti-masques. Pour moi, c'est comme les complotistes. Je mets tout dans le même tiroir et puis je le ferme. Ça m'est complètement égal. Les mots qu'on utilise. Remettons juste bien la responsabilité sur les épaules de ceux qui ont détruit les soins, les hôpitaux, qui ont détruit ce qu'est le respect pour le personnel soignant. Est-ce que vous imaginez ce qu'on a fait à ces gens-là? On les a, je redis tout le temps la même chose, on les a applaudis à 21h, on nous a dit applaudissez les gens à 21h, bravo, c'est super. Et ces gens-là, en 6 semaines, ont accueilli l'équivalent de 6 mois. Simplement que quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire des miracles. Donc, ce n'est pas une histoire de gravité. Il faut des moyens. Et là, à Genève, dans la région, sur 300 personnes décédées, il n'y en a que 24 qui sont décédées, qui ont pu, du coup, avoir les soins intensifs à Genève, parce que les autres, on les a laissés crever dans les EHPAD. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant, ça va venir tout de suite, un deuxième zapping. Vous allez voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Regardez bien les années. En haut de l'écran, ça sera noté.
Regardez bien surtout la grande différence. Les lits étaient pris d'assaut et vous verrez que personne n'avait de masque. Voilà, je vous laisse regarder. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période Bien sûr, on n'en parle pas, alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës, ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où à mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, voilà. Non mais il y en a 5000. Attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux. Il a bien voulu payer ses impôts. Il a bien voulu financer ça. Pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que, en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà.